Jean-Luc Mélenchon, figure emblématique de la politique française, homme de lutte et d'éloquence, n'aurait jamais imaginé que la bataille la plus déchirante de sa vie ne se déroulerait pas sur les bancs de l'Assemblée nationale, ni sur les estrades de ses meetings enflammés, mais bien dans l'intimité froide et stérile d'une chambre d'hôpital. Ce tribun inflexible, ce guerrier des causes populaires, s'est retrouvé impuissant face à l'annonce qui allait bouleverser à jamais son existence, le diagnostic implacable de la leucémie chez sa fille de bien-aimée. Un coup de tonnerre, une sentence cruelle qui lui a coupé le souffle et brisé ce cœur de père qu'il dissimule si bien derrière ses discours de révolte et ses idéaux inébranlables. Dès lors, les jours n'ont plus jamais eu la même saveur. Le combat politique, la joute oratoire, les stratégies électorales, tout cela s'est soudainement estompé face à la réalité implacable de la maladie. Chaque matin, Mélenchon entrait dans cette chambre d'hôpital où le temps semblait suspendu, où les murs blancs reflétèrent la pâleur du visage de sa fille et où le bip incessant des machines lui rappelait à chaque instant la fragilité de l'existence. Il aurait tant voulu échanger sa place avec elle, porter sur ses propres épaules le fardeau de la souffrance, lui éviter ces séances interminables de chimiothérapie qui la laissaient épuisée, vidée, méconnaissable. Mais il ne pouvait que rester là, à ses côtés, tenant sa main fragile entre les siennes, lui murmurant des mots d'espoir, des promesses de lendemain meilleurs, tout en refoulant ses propres larmes. Le moment le plus insoutenable pour lui était sans doute ces longues heures de filtration sanguine où le sang de sa fille y était aspiré, purifié, puis réinjecté dans son corps affaibli. Chaque séance était une épreuve, une agonie silencieuse où il devait assister, impuissant, au combat invisible qui se livrait dans les veines de son enfant. Il voyait la douleur se dessiner sur ses traits, la fatigue éteindre l'éclat de son regard, et malgré toute sa volonté, il ne pouvait rien faire pour la soulager. Il était là, témoin de cette bataille contre un ennemi invisible, et chaque minute lui rappelait à quel point la vie était un fil fragile, prêt à se rompre à tout instant. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas un homme qui plie. Son combat, il l'a toujours mené avec force et conviction, et cette fois-ci, c'était pour sa fille qu'il se battait. Il mobilisa toute son énergie, usa de son influence pour obtenir les meilleurs traitements, fit appel aux spécialistes les plus pointus, refusa d'accepter l'inacceptable. Il devenait un père prêt à défier le destin, à renverser les montagnes, à imposer sa volonté à l'univers tout entier s'il le fallait. Il n'y avait pas de place pour le désespoir, pas de place pour l'abandon. Il était Jean-Luc Mélenchon, un homme de fer, un roc inébranlable, et tant qu'il aurait un souffle de vie, il consacrerait chaque instant à sauver sa fille. Mais derrière cette détermination de façade, derrière ce masque d'acier qu'il arborait en public, seul dans le silence de ses nuits sans sommeil, il s'autorisait à craquer. Il repassait en boucle les souvenirs de son enfant souriant, insouciant, les moments où elle courait vers lui, les bras ouverts, où sa voix cristalline résonnait encore à ses oreilles. Il se demandait pourquoi le destin s'acharnait ainsi, pourquoi une telle injustice frappait son foyer. Mais il refusait de sombrer. Il refusait de laisser la douleur dicter son avenir. Jean-Luc Mélenchon n'est pas seulement un leader politique. Il est un père, un homme dont la grandeur ne réside pas seulement dans ses discours enflammés, mais dans son amour inconditionnel pour son enfant. Et c'est cet amour qui, plus fort que tout, lui donnera la force de continuer à se battre, jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, car pour lui, abandonner n'a jamais été une option. Le jour où les médecins ont prononcé ces mots terribles, leucémie, tout son univers s'est effondré. Il a senti le sol se dérober sous ses pieds, comme si plus rien n'avait de sens. L'homme d'État, habitué aux discours enflammés et aux débats passionnés, s'est retrouvé face à une réalité insoutenable. Celle de voir son propre enfant lutter contre un mal impitoyable. Il ne s'agissait plus de défier des adversaires politiques, mais de faire face à une menace invisible, une maladie qui ne laisse aucune place au compromis. Chaque jour, il assiste, impuissant, aux séances de dialyse qui rythment la vie de sa fille. Il voit son visage fatigué, son corps affaibli par les traitements lourds, son regard parfois vide de toute lueur d'espoir.
Chaque visite à l'hôpital est une épreuve, un déchirement silencieux qu'il endure en serrant les poings, refusant de laisser couler ses larmes devant elle. Il veut rester fort, lui donner l'énergie de se battre, mais au fond de lui, il est brisé. Il se souvient encore des jours insouciants où il la voyait rire, courir dans le jardin, pleine de vie et d'espoir. Désormais, ce sont les machines, les perfusions et les séjours interminables à l'hôpital qui rythment son quotidien. Il donnerait tout, absolument tout, pour la voir guérir, pour l'arracher à cette souffrance injuste. Mais il sait que la route sera longue et semée d'embûches. Face à cette épreuve, Mélenchon trouve refuge dans l'amour de sa famille, dans le soutien discret de quelques proches qui partagent son chagrin. Il sait qu'il doit continuer à avancer, mais son cœur est lourd, son âme marquée par cette douleur indescriptible. Il espère un miracle, une lueur d'espoir dans cette nuit interminable. Mais en attendant, il endure, en silence, le poids de cette tragédie qui l'a frappé de plein fouet. Jean-Luc Mélenchon, né le 19 août 1951 à Tanger, au Maroc, incarne l'idéal révolutionnaire qui transcende les époques. Son parcours politique est celui d'un homme façonné par les luttes et animé par une vision grandiose, celle d'une république sociale, écologique et fraternelle. Dès son plus jeune âge, il se forge un esprit critique aiguisé, nourri par les idéaux progressistes et une lecture passionnée des grands penseurs de la gauche. Très tôt, il comprend que la politique n'est pas seulement un art de gouverner, mais une bataille incessante pour redonner le pouvoir au peuple. Son ascension fulgurante commence dans les années 1970, lorsqu'il s'engage au sein de l'Union nationale des étudiants de France, UNEF, où il se distingue par son éloquence et sa capacité à mobiliser les foules. Cette fougue le propulse rapidement au Parti socialiste, où il gravit les échelons jusqu'à devenir ministre délégué à l'enseignement professionnel sous le gouvernement de Lionel Jospin. Mais Jean-Luc Mélenchon ne saurait se contenter des demi-mesures et des compromissions. Révolté par le virage libéral du PS, il claque la porte et fonde, en 2008, le Parti de gauche, prélude à une aventure politique qui bouleversera la scène française. L'homme des insurrections pacifiques, le tribun inflexible, le stratège redoutable, voilà ce qui caractérise Mélenchon lorsqu'il se lance dans l'arène présidentielle en 2012 sous la bannière du Front de gauche. Son verbe puissant et ses discours enflammés galvanisent des millions de Français. Il redonne espoir à une gauche désabusée et impose ses idées avec une force irrésistible. Son célèbre meeting place de la Bastille reste gravé dans l'histoire politique. Devant des dizaines de milliers de partisans, il appelle à une révolution citoyenne, à renverser l'ordre établi pour bâtir une société plus juste. Mais c'est en 2017 que Jean-Luc Mélenchon atteint son apogée. Candidat de la France insoumise, il réalise une campagne exceptionnelle portée par un programme audacieux. La 6e République, l'abolition de la monarchie présidentielle, la planification écologique et une justice sociale renforcée. Il manque de peu le second tour, mais sa percée électorale fait trembler les élites. Plus qu'un homme politique, il devient un symbole, un héros du peuple face à l'oligarchie. Ses prises de position tranchées, son érudition impressionnante et sa maîtrise des nouvelles technologies en font un leader d'un genre nouveau. Il s'adresse directement aux citoyens, brisant les codes traditionnels du pouvoir. Il comprend avant tout le monde l'importance des réseaux sociaux, des hologrammes en meeting, de la communication directe avec les jeunes générations. Visionnaire, il ne cesse de bousculer les conventions. Dans la tourmente des combats politiques, Jean-Luc Mélenchon reste fidèle à lui-même. Un homme de conviction, un humaniste intransigeant, un artisan du renouveau démocratique. À travers les décennies, il incarne une voix forte, celle qui refuse la fatalité et qui continue à rêver d'un avenir où l'humain prime sur le profit. Son héritage politique est d'ores et déjà immense, et son combat, qu'on l'aime ou non, a marqué l'histoire de la République. Jean-Luc Mélenchon, l'homme du verbe et de l'action, restera à jamais cette figure qui, contre vent et marée, aura su réveiller la flamme de l'espoir. Chaque jour, il doit affronter l'angoisse de l'avoir lutté contre cette souffrance insupportable. Les séances de filtration sanguine sont devenues une routine douloureuse, un combat incessant contre la maladie. En tant qu'êtres humains, nous devons lui apporter notre soutien, notre amour et notre compassion. Aucun parent ne devrait voir son enfant souffrir ainsi.
Jean-Luc Mélenchon, malgré son engagement politique, est avant tout un père brisé par la douleur. Il a besoin de réconfort, de solidarité, d'un élan de bienveillance. Soyons à ses côtés dans cette bataille, montrons-lui qu'il n'est pas seul. Face à l'injustice de la maladie, seule l'humanité peut apaiser un cœur meurtri. Unissons-nous pour lui envoyer force et espoir, pour qu'il garde le courage de se battre aux côtés de sa fille bien-aimée. À avoir un vivre ensemble apaisé. Et donc l'école est véritablement le lieu où on a la garantie de pouvoir former tout le monde. C'est pour ça que l'école a un rôle majeur à jouer. Et en plus, à l'école, nous avons en termes de valeurs, de repères, un certain nombre d'éléments qui, en termes de respect de la laïcité, de veille par rapport à des dérives possibles concernant des intervenants qui pourraient ne pas prendre la mesure de la réalité des enjeux, on a des garanties, d'où l'importance qu'à l'école, ce soit aussi beaucoup des enseignants qui s'emparent de ces sujets-là. On sait, la recherche a montré que lorsque ce sont des enseignants qui sont formés, ils ont une efficacité importante, parfois plus importante que lorsque ce sont des personnes extérieures. L'école doit absolument sensibiliser, former, créer des manifestations pour sensibiliser tous les acteurs qu'il y a à l'école et autour de l'école. Et on voit bien, ça a été dit, c'est tout un environnement à créer. Tout un environnement pour que le jeune, très tôt, dès l'école maternelle, puisse baigner dans une nouvelle attention. Une attention et une formation à ce qui doit relever d'un autre rapport au risque, d'un autre rapport au monde, d'un autre rapport à soi-même aussi, d'une certaine manière, en tant qu'enfant. Et pour cela, ça suppose une qualité de la communication. Parce que qui dit rapport, qui dit relation à un objet ou à autrui, puisqu'on voit bien que l'un des enjeux, c'est la relation aux autres aussi dans leur